bonjour et meilleurs vœux à tous ceux que j'ai pas vus encore. Moi, je travaille sur Avignon, au groupe de recherche en agriculture bio. Donc, je suis membre invité par Dominique de ce réseau Incubio là, sur l'année 2023-2024 pour réfléchir sur différents angles de point de vue pour faire progresser les filières végétales et animales en agriculture bio. Et moi, je travaille plutôt sur les fruitiers, donc on avait pas mal échangé avec un collaborateur d'Olivier Catroux à l'INAO sur cette plateforme Semences et Plans Bio qui a un peu évolué récemment. Et donc, on a pas mal échangé avec des arboriculteurs, des pépiniéristes sur cette plateforme, comment elle pouvait se mettre en place et quel intérêt elle pouvait avoir à la fois pour les pépiniéristes et pour les arboriculteurs. Donc j'ai trouvé intéressant aussi de faire connaître les évolutions de cette plateforme pour les filières végétales. Alors on va pas centrer les échanges aujourd'hui sur l'arboriculture, la viticulture, bien sûr. On va essayer de réfléchir de manière un peu transversale. Bon, ça sera quand même plutôt production végétale, mais il peut y avoir des interactions, bien sûr, avec nos amis qui sont plus sur les filières animales. Et voilà, donc en quoi cette plateforme a évolué et qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui pour les agriculteurs pour aider à développer et à mieux mettre en adéquation la demande et l'offre sur le matériel végétal en bio. Donc je suis heureux qu'Olivier Catroux ait pu se rendre disponible et donc Julien Taverne qui gérait un peu au quotidien cette plateforme a quitté l'INAO en décembre. Donc Olivier le remplace au pied levé, mais je pense que ça va très bien se passer. Merci Olivier. Donc on a à peu près 20 minutes de présentation et puis après un échange au fil des questions jusqu'à 15h30 maximum. Merci. Donc, c'est à moi de jouer, je suppose. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, c'est la première fois que je suis accueilli dans cet endroit où, si j'ai bien compris, on réfléchit, on se projette, on essaie de se projeter dans l'avenir de la bio et c'est bien parce que c'est aussi comme ça qu'on réfléchit à l'INAO, essayer de voir comment évolue la filière. Alors, j'ai partagé un petit peu, un petit diaporama que j'ai fait à partir de slides de Julien et puis complété par le fruit de ma réflexion. Alors, ma réflexion, qui suis-je d'abord, hein? Moi, je suis Olivier Catroux, je suis responsable du pôle agriculture biologique à l'INAO. C'est le pôle qui coordonne les politiques de l'établissement public, donc est l'INAO en matière d'agriculture biologique. Alors, je vais déjà partager mon écran. Alors, je sais pas si vous voyez le titre. Est-ce que Oui, oui, c'est on bon? voit, mais il faudrait le mettre en plein écran si tu peux, voilà. Alors, je dois pouvoir. Euh, voilà, je suis moins familier de Zoom que, mais normalement, je pense que ça va. Donc, j'ai du mal à mettre en grand écran le format Zoom. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est que ça soit vraiment quelque chose d'interactif. Je vais vous livrer le fruit de ma réflexion. Donc, moi, je suis en poste à l'INAO depuis près de 9 ans. D'ailleurs, je vais quitter bientôt l'établissement, donc c'est bien qu'on puisse capitaliser sur ma réflexion là-dessus. Je suis responsable du pôle agriculture biologique de l'INAO, donc j'ai une vision un peu moins experte, on va dire, que ne pouvait l'avoir Julien Taverne. J'ai une vision peut-être un petit peu plus globale aussi. Et puis, parce que la durabilité, ça commence par l'économie, la capacité à dégager du revenu. Je suis aussi responsable de la mission économie de l'INAO sur l'ensemble des filières différenciées avec des signes de qualité. Donc, du coup, ça fait que j'ai un petit prisme d'analyse qui est technique, agronomique, puisque je suis agronome à la base, mais aussi économique. Alors, la première chose que j'allais vous poser comme question, est-ce que vous savez à quoi sert l'INAO? S'il y en a qui peuvent se lancer d'ailleurs sur le chat, ça peut être un petit peu marrant de savoir, à votre avis, à quoi sert l'INAO sur la bio et comment est-ce qu'on intervient.
Allez, on se laisse une trentaine de secondes de jeter des mots. Ça peut être intéressant de partir de vos représentations et puis après, je vous dirai comment on voit nos missions à nous. Hop, hop, hop. Mise à neuf de la réglementation. Ça me plaît bien. Attention, un ou deux messages en plus. Gestion des cahiers des charges. Évolution de la réglementation. Ouais, AOB, AOP, HVE, ouais, décision sur le guide de lecture. Bon, allez, on va arrêter là. Vous avez à peu près tout trouvé. Les missions de l'INAO, en fait, elles sont, on les liste au nombre de 3 dans notre contrat d'objectifs et de performance. La première, c'est mettre en œuvre le règlement européen. La règle en bio, elle est dans un règlement européen. On ne parle pas vraiment de cahier des charges. Et pour l'appliquer de manière uniforme, eh bien, il faut connaître d'abord précisément la règle. Or, c'est souvent pas simple. C'est-à-dire qu'il y a un règlement européen qui est énorme et qui se croise en plus avec plein de réglementations générales. C'est ce qui fait tout le charme de l'analyse. Et on en arrive du coup à devoir souvent expliciter le règlement européen dans le guide, ce qu'on appelle le guide de lecture. Donc, il y a un grand document d'explicitation du règlement européen. Après, n'oubliez pas que la règle, il y a aussi, effectivement, dans la mise en œuvre, il y a son contrôle. Il y a comment est la règle, et puis quand on manque à la règle, bien évidemment, on doit adopter des manquements, et ça, c'est les dispositions communes de contrôle qui, elles, pour le coup, sont nationales. La règle est européenne, l'interprétation de la règle est faite sur un plan national, mais souvent inspirée de l'Europe, par des lettres d'interprétation de la Commission européenne ou des arrêts de la Cour de justice. Le plan de contrôle est national. Donc ça, c'est le premier volet. Après, il y a Stéphane qui disait qu'effectivement, notre rôle aussi, c'était de faire évoluer la réglementation. Pour être tout à fait précis, c'est d'assurer la concertation professionnelle pour faire évoluer la réglementation bio. C'est important, hein, souvent, de se projeter dans l'avenir, de se dire que la réglementation, elle n'est pas fixe. Pour ça, on a 2 outils. Principalement le Comité national d'agriculture biologique, où on discute de tout ce qui est règles, et le Conseil des agréments et contrôles, où on discute des contrôles de manière horizontale, puisqu'en fait, il y a un règlement horizontal contrôle auquel se rajoute le règlement bio. Et puis, la troisième mission, que vous n'avez pas forcément citée précisément, c'est gérer les dérogations à la règle. Il y a la règle, comment elle évolue et comment on peut y déroger. Et ça, c'est tout un dispositif de gérer des dérogations individuelles, voire collectives. Par exemple, la base de données semences et plants bio. Tout ça, évidemment, toutes ces missions-là, elles ont un sens commun. Le sens de l'histoire, c'est des politiques publiques portées par le Green Deal. C'était 25% de bio à l'horizon 2030 et le plan Ambition Bio au niveau national. Green Deal au niveau européen, Ambition Bio au niveau national, vous connaissez ça. Tout ça est en train d'être renégocié actuellement au niveau d'Ambition Bio et bien évidemment, on est obligé de tenir compte de la réalité et de l'état des filières. Alors, dans tout ça, comment se positionne notre question par rapport à l'objectif de développer la bio? Pourquoi est-ce qu'il est important d'acheter des plants bio? Il y a plein de bonnes raisons hein, d'acheter des plants bio. D'abord parce que c'est ce que dit la loi. C'est la première bonne raison pour un fonctionnaire tel que je suis. Et la loi, effectivement, elle dit plein de choses. D'abord, elle énonce des objectifs généraux. Objectifs généraux, c'est protéger l'environnement. Une pépinière, on ne voit pas pourquoi elle ne se reproduirait pas en bio, parce qu'il faut protéger son environnement. Et elle dit aussi plein de choses en matière d'objectifs. Et ça, c'est un des avantages du nouveau règlement, c'est qu'elle dit qu'il faut atteindre un niveau élevé de biodiversité. Elle cite notamment 2 objets juridiques non identifiés jusqu'à ce jour, mais qui sont maintenant connus, qui sont les variétés bio adaptées à la production biologique et le matériel hétérogène biologique. Ça, c'est complètement novateur dans le règlement bio. Elle dit aussi dans ses objectifs qu'il faut développer l'offre de matériel de reproduction végétale adapté à la bio et encourager la sélection végétale pour des perspectives économiques favorables.
C'est assez étonnant, en fait, d'ailleurs, parce que dans les objectifs, il n'y a que le secteur de la sélection végétale qui soit aussi explicité. Pour le reste, on est vraiment sur des objectifs très généraux, bien-être animal, circuit court, environnement, produire des produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Pour la sélection végétale, on a des objectifs très, très spécifiques. On pourrait presque même parler de principes sur la société. Et d'ailleurs, on va retrouver un peu la même chose dans les principes généraux et les principes spécifiques. La réglementation bio, c'est des objectifs, donc vers quoi on doit aller et comment on y va, les principes généraux, les principes spécifiques. Dans les principes généraux, les principes spécifiques, hein, vous les connaissez évidemment, mais en fait, il convient de rappeler qu'ils sont très détaillés pour le secteur de la production végétale, avec des fois des choses qui font débat, hein, produire des variétés bio en respectant l'aptitude naturelle à la reproduction et le respect des barrières naturelles au croisement. Évidemment, c'est l'exclusion des OGM. Voilà. Et puis l'idée aussi, c'est d'avoir du matériel bio qui va aller dans le sens du cahier des charges, c'est-à-dire permettre la prévention, l'adaptation au milieu, favoriser la santé des végétaux, l'adaptation au sol, etc. On est évidemment sur des systèmes qui sont de plein sol. Voilà, donc c'est important de revoir ce que dit le règlement, parce qu'en fait, il y a énormément de choses sur la sélection végétale, et c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de participer à cette rencontre, parce que c'est un secteur qui demande incontestablement à être creusé à la fois dans la poursuite de ses objectifs et puis dans les modalités de mise en œuvre. Alors après, vous n'hésitez pas à intervenir hein, si jamais il y a des questions au fur et à mesure. Pour l'instant, on est dans les généralités. Et la question sous-jacente au thème, c'est de dire quel marché on va cibler, qu'attendent les filières en matière de MRV bio. Là, je suis volontairement provocateur. Vous avez vu, j'ai mis une belle chemise rouge. C'est parce que tout n'est pas forcément vert, tout n'est pas forcément bio. Ce qui devrait favoriser le développement de MRV bio, c'est l'attente des consommateurs pour des produits respectant l'environnement. Ça, le règlement bio, il dit pas des produits sains, il dit des produits élaborés avec des procédés qui respectent l'environnement. Et donc, on peut préjuger que si on va dans les semenciers, dans les multiplicateurs, dans les pépiniéristes, il faut aussi qu'ils respectent l'environnement. On a aussi une attente des producteurs pour du matériel végétal adapté. Souvenez-vous tout ce que dit le règlement avant, hein, et souvent qui pose de questions parce qu'en matière de production, sélection végétale et sélection animale, d'ailleurs, il y a sans doute besoin d'avoir du matériel beaucoup plus adapté. Mais il y a aussi des choses qui jouent pas forcément et qu'on entend dans les filières en disant mais finalement ça sert à quoi? D'abord les attentes des consommateurs pour des produits sains. Ben ça c'est pas le lien entre l'utilisation d'un plan arboricole et viticole bio et le produit est quand même très loin puisqu'on a 3 ans en viticulture pour l'entrée en production, que de toute façon on utilise des plants non traités. Donc voilà, ça c'est pas vraiment un argument qui joue. Et puis surtout, on a des producteurs qui aujourd'hui, vu le marché de la bio, ont besoin d'avoir des matériels de reproduction végétale accessibles en matière de coût. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu, hein, c'est de dire, mais finalement, mais attendez, ça sert à quoi d'avoir du matériel bio? Ça va nous coûter plus cher, on n'aura pas disponible, ça correspondra pas à nos besoins. Et de toute façon, au bout de 3 ans, on est converti. Donc voilà, pas d'utilité. Je voulais planter le décor parce que c'est pas neutre ces questions par rapport aux éléments de réponse qu'on pourrait essayer de donner. Parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse simple là-dessus. Et qu'il faut tenir compte bien évidemment de ces deux sensibilités et de ce sur quoi on va jouer pour développer ou non d'ailleurs l'offre en matériel de reproduction végétale bio. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a sans doute des choses que certains d'entre vous connaissent, d'autres beaucoup moins. Bon, je vais essayer de faire une mise à niveau. Hein. Sur quoi porte la base de données semences et plantes bio? Vous en avez tous entendu parler, mais peut-être savez-vous moins comment elle fonctionne. Alors, ce
qu'il faut savoir, c'est que c'est une obligation européenne, hein. Cette base de données, on ne fait pas ça pour se faire plaisir, on ne fait pas ça pour faire plaisir aux opérateurs qui ont besoin, c'est d'abord parce qu'on est autorité compétente et qu'on doit respecter le règlement européen. Et donc, du coup, on doit transmettre à l'Europe la liste des espèces en autorisation générale et la liste des espèces en hors dérogation, éventuellement au niveau des types variétaux et des variétés. Voilà. Donc, c'est ce que nous demande le règlement européen pour être sûr qu'on respecte bien l'esprit du règlement qui est d'utiliser des semences et plants bio. Donc, on transmet ces listes chaque année sous la base d'un rapport annuel élaboré conjointement avec SEMAE, évidemment, et issu du fonctionnement de la base. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau national? Ce n'est pas une règle européenne, c'est une règle nationale. On a créé des statuts dérogatoires au nombre de 4. Ça va du hors dérogation, 0 dérogation possible, enfin 0 dérogation, c'est plus ou moins vrai, on va dire en simplifié 0 dérogation. Dérogation possible, c'est le vert. On peut déroger parce que les disponibilités en termes de variété, de cépage sont insuffisantes. L'écran d'alerte, c'est entre les deux. C'est géré comme des dérogations possibles, mais c'est pour dire qu'on va vers le hors dérogation. Attention, attention. Demain, il n'y aura plus de dérogation possible. Et l'autorisation générale, c'est qu'on considère qu'il n'y a aucune disponibilité et que donc tout est on n'a pas besoin de gérer des dérogations individuelles. Là, à ce niveau-là, l'INAO gère une autorisation générale. Je vois qu'il y a des remarques dans le chat. Alors peut-être qu'il y a déjà des questions. Oui. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Quid des traitements obligatoires pour les plants arbo-bio? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la réglementation phytosanitaire, mais ce qu'il faut savoir de manière générale sur le bio, c'est qu'il n'y a aucune dérogation possible, hein. Le règlement bio dit nonobstant les règles sanitaires, etc., applicables. Donc, on ne déroge pas. Voilà. Après, on peut discuter avec les autorités sanitaires et j'en reparlerai un petit peu après pour négocier et voir comment on peut avoir des évolutions. Ben, ça a été le cas sur les traitements pour la favescence dorée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les statuts dérogatoires actuels. C'est les voilà tels qu'ils sont présentés. On distingue principalement des espèces arboricoles pérennes à cycle long, hein, pour lequel c'est compliqué. On est généralement en autorisation générale. On distingue aussi les petits fruits et les plantes aromatiques, hein, où on s'est mis dans des systèmes de dérogation possible parce qu'on a de l'offre. Les semences de culture annuelles où on a des statuts dérogatoires qui ont fortement évolué ces dernières années vers du hors dérogation, mais on a encore des espèces en dérogation possible. Et puis rappeler aussi qu'il n'est pas possible de déroger les plantules de culture annuelle, on ne peut pas déroger, on ne peut pas utiliser des plantules non bio, quand bien même elles ne sont pas traitées. Il faut que les plantules soient produites en conditions bio. Éventuellement, on peut avoir accordé des dérogations, évidemment, pour que ces plantules elles soient produites à partir de semences non biologiques, mais non traitées. Donc, voilà comment sont gérés nos statuts dérogatoires. Alors, une fois qu'on a dit le quoi, maintenant on va dire le comment et surtout le avec qui. On a un partenariat pour le fonctionnement avec SEMAE, hein, d'ailleurs que je tiens à remercier, qui je crois est évidemment représenté dans l'audience pour gérer la base. On a confié la gestion de la base, quand je dis on, c'est le ministère chargé de l'Agriculture et l'INAO, ont chargé SEMAE de gérer la base. Et donc, nous sommes maîtrise d'ouvrage et il y a une maîtrise d'ouvrage déléguée qui est SEMAE. Donc, SEMAE pilote la base. Elle est gérée, ils sont gestionnaires de la base également pour toutes les espèces qui sont de leur compétence. On a un autre partenaire pour lequel on est en cours de signature de convention de partenariat, c'est le CPIFL et Interfel, qui va alimenter la base pour les espèces arboricoles. Puis on avait envisagé
que France Agrimaire alimente la base pour les espèces viticoles, mais finalement, faute de moyens, France Agrimaire a jeté l'éponge en quelque sorte, et voilà. Mais par contre, France Agrimaire nous appuiera pour assurer la maintenance de la base au quotidien si jamais on a des questions. Mais ce ne sera pas pour une alimentation en routine. Donc voilà les partenaires, je vois. Alors, ce que je vous propose, c'est que sur toutes les questions sanitaires sur lesquelles je ne suis pas forcément le plus compétent, on les prenne à la fin. Il y aura peut-être des éléments de réponse dans l'audience parce que je ne suis pas forcément spécialiste de ces ECA, PSA, etc. Oui, mais j'avais plutôt proposé qu'on garde les questions pour qu'elles soient posées sur le chat, mais qu'on les garde pour la fin, effectivement, aussi. Ouais. Pour éventuellement, s'il y a des questions au cours des déroulés des diapositives. Alors, non, il me manque, enfin, j'ai averti le C et le E également dans cette slide. Le premier objectif de la base de données, c'est mettre à disposition l'offre disponible. On a tendance à l'oublier, mais c'est ça en fait, hein, la base. La base, elle est là pour que les opérateurs puissent acheter des semences et des plants bio. Alors, pour ça, il y a un module fournisseur qui est accessible à n'importe quel fournisseur. Il suffit de créer un accès fournisseur, hein, donc c'est relativement simple. La base est accessible à tout fournisseur, hein, quel qu'il soit, même s'il est implanté dans un autre État membre, évidemment. Pas de discrimination. Ensuite, évidemment, on sélectionne une espèce, hein, on gère une offre et on remplit les caractéristiques de l'offre. Donc voilà, la quantité disponible, la date de début, le fin, l'unité disponible. Tout ça, c'est pour donner les informations nécessaires. Ça peut être les modalités de livraison, etc., les quantités minimum. Tout ça pour que l'opérateur sache qu'est-ce qu'il peut acheter et où acheter, puisqu'on précise également la zone de livraison. Donc, si l'opérateur ne précise pas la zone de livraison et par exemple exclut certains départements, on peut considérer qu'il n'y a pas d'offre disponible. Et ensuite, il y a une possibilité pour ajouter une variété qui ne serait pas répertoriée. Et donc, voilà, et le mettre dans la base, et en général, c'est enregistré, et c'est Semae qui gère la mise à disposition de la donnée. Deuxième objectif de cette base de données, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'offre disponible? C'est-à-dire que quand les fournisseurs n'ont pas rempli la base et de manière à ce qu'il y ait de l'offre. Eh bien, dans ce cas-là, la première étape, c'est qu'on va gérer des dérogations individuelles. Donc, pour un opérateur, c'est très simple, il faut qu'il s'enregistre. Enfin, c'est très simple, il faut qu'il s'enregistre. Hein, donc, il va créer son petit compte. Pourquoi il crée son compte? Tout simplement parce que derrière, on va devoir lui affecter la gestion de dérogation. Et par exemple, ici, ce que Julien avait mis en forme, c'est qu'est-ce qui se passe si on veut semer du maïs alors que l'espèce est en hors dérogation? Eh ben, la base de données, elle va nous lister tous les liens de distributeurs et de semences bio disponibles. Et là, on se rend compte que si on va sur la base, au moment où l'extraction a été faite, en 2023, il y avait 144 variétés disponibles en bio. Donc, la base de données est quand même un formidable outil pour mettre en cohérence ça et afficher les disponibilités auprès de l'opérateur qui, dans le cas d'espèces, aura justement une offre variétale importante. Alors, si c'est une espèce en dérogation possible ou en écran d'alerte, hein, je vous rappelle, la gestion est la même dans les deux espèces. Si par exemple je veux mettre en place du framboisier, la base de données va donner les liens des distributeurs de plants bio disponibles et les disponibilités de certaines variétés.
Après, on peut se retrouver à demander des variétés. Là, en l'occurrence, il y en avait 31 disponibles en bio qui vont permettre de gérer des dérogations. Si aucune offre n'est disponible pour la variété, hein, ben, dans ce cas-là, on va pouvoir faire une demande de dérogation ici. Et donc, ben, là encore, hein, la base est un moyen pour répondre à la question de l'opérateur. Est-ce que vous avez du matériel de reproduction végétale à adapter? Alors, ça, je pense que vous connaissez. Ce qu'il faut savoir derrière, au niveau économique, c'est quelles sont les conséquences. Parce qu'une espèce est en dérogation possible ou en écran d'alerte, c'est un avertissement en premier constat et un déclassement de la parcelle si l'organisme certificateur voit qu'il y a des semences non biologiques qui ont été traitées alors qu'il y avait des disponibilités sur le marché. J'ai oublié de le dire d'ailleurs précédemment, lorsqu'on est en hors dérogation, la sanction est encore plus lourde parce que c'est un déclassement de l'eau dès le premier constat. Si vous n'avez pas obtenu de dérogation et si la dérogation est exceptionnelle et si l'espèce est en hors dérogation. Donc il y a un effet quand même qui est assez efficace sur les espèces qui sont en dérogation possible. Et lorsqu'il n'y a aucune offre disponible pour l'espèce considérée, et dans ce cas-là, la base gère des dérogations collectives. C'est le cas du pommier. Le pommier est aujourd'hui en statut autorisation générale. On a créé récemment un statut AG qui est autorisation générale. Il n'y a aucune offre, pas de problème. L'opérateur peut utiliser des plants bio à condition qu'ils ne soient pas traités, des substances non autorisées en bio. Par contre, et c'est important pour répondre à la question que vous me posez, aujourd'hui, il faut enregistrer les quantités de plants non bio qui sont utilisés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut connaître le besoin. Connaître le besoin, c'est pas fait pour embêter l'opérateur, évidemment, hein, mais c'est fait pour développer la filière. On est notamment sur les espèces ligneuses, sur des techniques de production de MRV qui demandent un cycle relativement long. Et donc, dans ce cadre-là, il faut s'engager. Et pour pouvoir s'engager, il faut avoir des assurances en matière de besoins de la filière. Cette donnée-là est particulièrement importante pour nous. Elle ne conditionne pas à ce stade le fait que la production soit certifiée biologique, hein, puisqu'il n'y a pas de déclassement derrière si on n'enregistre pas les quantités de plants, mais il y a quand même un avertissement de fait à l'opérateur. Et donc l'organisme certificateur lui risque de lui dire, vous n'avez pas renseigné les disponibilités, donc vous ne participez pas à l'effort de développement de la filière. Donc, il y a une case ici, enregistrer le besoin qui permet de renseigner voilà, plein de choses, le lieu de culture, le mois de semis, etc. À partir de quoi on a planté les quantités qui sont ainsi placées en autorisation générale. Alors, si on fait pas ça, comme je le disais, c'est tout simple, hein. On a un avertissement suivi en récidive d'un deuxième avertissement et ainsi de suite. En seconde récidive, c'est encore un avertissement, un avertissement. On est plutôt indulgent là avec les opérateurs. L'idée, c'est de faire de la pédagogie. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on avertit les opérateurs qui doivent enregistrer leurs données. Alors, j'ai encore 10 petites minutes d'intervention, puis après on pourra laisser la place aux questions. Les obligations, on va faire un petit résumé. D'ailleurs, c'est pas que plan de vigne bio, c'est plan bio de manière générale.
il y a l'obligation d'utiliser de matériel de reproduction végétale bio, alors avec un focus particulier pour l'arboriculture et la viticulture. Hein. C'est aussi vrai évidemment dans le secteur des semences, mais c'est beaucoup mieux installé aujourd'hui. On peut dire qu'on a franchi une étape critique. Et en arboriculture, en viticulture, pour l'instant, ça n'a pas décollé. Cette relation entre pépiniéristes bio et producteurs bio. Euh, donc, il faut rappeler quand même que ça reste une obligation du règlement. Il y a une base de données qui permet de suivre les disponibilités sur les plans bio et qui met en relation l'offre et la demande. Et sur le secteur de la vigne, il y a eu un arrêté relatif à la lutte contre la flavescence dorée qui permet, si j'ai bien compris, la possibilité de produire des plants de vigne bio en France. Euh, et il y a un travail qui a été élaboré donc dans le cadre d'un projet CASDAR qui doit s'appeler Pepti Bio, mais il y a peut-être des personnes qui le connaissent beaucoup mieux que moi ici pour établir un guide des bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on va s'attacher à faire, évidemment, c'est lever les verrous réglementaires pour qu'on puisse produire en bio et respecter ce qui est inscrit en haut à gauche, à savoir une obligation du règlement. Pour autant, en attendant, ben, on est bien obligé d'accepter l'achat de plants non bio et de gérer les autorisations via le site Semences et Plants Biologiques. Alors, petite subtilité du règlement que vous connaissez pour certains, mais je pense que vous ne la connaissez pas tous. Hein. Donc, les utilisateurs de plants doivent utiliser du matériel de reproduction végétale bio, euh, à défaut du matériel de reproduction végétale en conversion, et encore à défaut, sur autorisation express, alors soit une autorisation générale, soit une dérogation possible, du matériel de reproduction végétale non bio, non traité. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est le cas de figure du producteur dont les produits sont destinés à la consommation humaine. Quand on est sur la production de plants, quand on est en amont cette fois-ci, l'obligation reste. On doit utiliser du matériel de reproduction végétale de base bio. Sauf que c'est encore plus compliqué, on est encore plus en amont, donc l'effet d'échelle joue encore moins, puisque là, on est sur des petits volumes. On a autorisé, dans le cadre du nouveau règlement, d'activer ce qu'on appelle l'article 1.8.6 de la partie 1 de l'annexe 2 du règlement européen, qui est l'article qui permet de produire du matériel de reproduction végétale bio à partir de MRV non bio. En gros, on peut avoir un plant bio de ligneuse avec un greffon non biologique et un porte-greffe non biologique, à condition que dans l'étape pépinière, évidemment, elle soit conduite en conditions bio. Donc ça, c'est quelque chose qui a été activé au niveau national. Donc on peut arrêter à tout moment. Hein. Quand je suis arrivé en bio il y a quelques années maintenant en arrière, on parlait beaucoup d'une obligation de greffon et de porte-greffe bio. Ça, c'était louable dans le principe. Dans la pratique, il semble qu'on se soit heurté à aux lois du marché, malheureusement, qui ont fait qu'on n'a pas pu, on n'est pas prêt encore aujourd'hui à franchir ces étapes-là. Donc, on a autorisé la production de ce matériel qu'on appelle un 8.6. Ce sont des matériels de reproduction végétale bio, mais qui ne sont pas eux-mêmes totalement produits dans les conditions bio, puisque le MRV dont ils sont issus n'est pas bio. Petite remarque aussi, c'est un petit paradoxe, c'est que c'est une autorisation nationale européenne, mais le marché des plants est européen. Donc en fait, on peut très bien avoir des MRV bio italiens qui sont issus d'un 8.6 ou non, ou espagnol, qui circulent dans l'Europe et vice-versa d'ailleurs. Ce qui pose des problèmes de distorsion de concurrence et qu'on a souligné auprès de la Commission européenne, on n'a pas encore aujourd'hui de réponse précise sur le sujet. Mais c'est quand même important de prendre en compte qu'on ne peut pas faire abstraction du caractère de marché unique européen. Donc, parmi les nouveautés, alors vous avez suivi ou pas, hein,
il y a quelque chose qui est arrivé en janvier, c'est que les espèces pérennes, arbres et vignes étaient en autorisation générale jusqu'en juillet 2023. Puis elles sont passées en dérogation possible, puis revenues en autorisation générale très récemment, je crois que c'était le 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc aujourd'hui, on est rebasculé en dérogation générale, en autorisation générale, pardon, parce qu'on avait des problèmes de gestion de la base, beaucoup de recours et pour aussi une offre insuffisante. Ce qui faisait qu'on avait souvent du mal à gérer. Il fallait créer les, les couples porte-greffe-greffon avec France Agrimaire qui n'était pas disponible. On a préféré revenir en arrière. Ce qui est pas neutre, hein, évidemment pas neutre. On avait l'habitude de fonctionner par cliquet dans cette démarche-là. Et là, pour la première fois, on a fait sauter le cliquet, on est revenu en arrière. Donc, ce que les MRV issus de plantes mères non bio sont en autorisation générale, donc sur une durée indéterminée. Il y a le cas du 186 qui pour l'instant existe, mais faudra-t-il le supprimer, faudra-t-il supprimer cette dérogation un jour et avoir des porte-greffes et greffons 100% bio? C'est une question. Ensuite, rappeler qu'on doit enregistrer les quantités de plantes non bio et que ça va être évidemment un thème d'investigation de savoir comment, à partir de ces quantités enregistrées, on va essayer de mettre en place une filière pour répondre à ces besoins. Alors, avant de partir, Julien nous a laissé un petit testament sur, en quelque sorte, des recommandations et un système qu'il avait imaginé qui me semble particulièrement intéressant, en fait, où on fonctionnerait non plus par une logique de guichet où on a des offres disponibles et l'opérateur vient et achète, mais plutôt par une logique d'appel d'offres où un opérateur demande à la base de données en disant attention, dans un an, je vais avoir, dans un an ou plus, ou moins d'ailleurs, je vais avoir besoin de plans. Il faut que je m'organise à l'avance. On met un espace appel d'offres, les pépiniéristes répondent et en fonction des réponses, on accorde ou non la dérogation suivant si l'offre est adaptée. Sachant qu'il y a un critère qu'on refuse systématiquement, c'est le critère de budget. C'est pas parce qu'une offre est chère qu'on la refuse. Hein. Ça vaut pour tous les intrants, mais on comprend aussi que c'est évidemment un sujet pour les opérateurs. Maintenant, on est obligé de tenir en compte à la fois des intérêts des opérateurs, des producteurs, et aussi de ceux de leurs fournisseurs qui eux-mêmes sont certifiés en bio et qui ont envie de voir leur production commercialisée. Et voilà ma phrase de conclusion, ma petite citation d'un monsieur qui a fait date dans la science et qui s'appelait Albert de son prénom sur les questions et l'importance de questionner parce que finalement, si vous vouliez avoir des réponses, vous allez peut-être être déçus, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a ce qui émerge au fond, c'est jusqu'où on veut aller par rapport au plan bio et de quel type de plan a-t-on besoin. Alors, il y a plein de questions derrière qu'on a effleurées ou au moins en tout début, qui sont une offre végétale alternative, des variétés bio, sélectionnées et produites en bio pour répondre aux besoins spécifiques de la bio. C'est un des objectifs de la bio, donc why not? Il y a le matériel hétérogène biologique. On en est au tout début. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, ça n'a pas décollé. Est-ce que ça a un sens? Si oui, pour quelle filière? Et du coup, se pose évidemment la question de savoir la question de la durabilité économique. Au sens du règlement bio, on a besoin d'être cohérent. Il faut que les plans soient aussi produits en cohérence avec le règlement. C'est une promesse de la bio en général. Il n'y a pas d'autre signe qui soit autant contrôlé de l'amont du fournisseur de plants jusqu'au distributeur. C'est quand même extraordinaire cette chaîne de traçabilité. Est-ce que la nouvelle donne économique va changer les choses? Je ne sais pas. Toujours est-il que la question, on me l'a clairement posée à plusieurs reprises.
Donc, je pense qu'il faut pas l'éluder. Il faut lui apporter des éléments de réponse qui sont pas simples, mais il faut certainement pas l'éluder. Voilà. Et pour dire aussi que l'outil qu'on a mis en place, il a fait ses preuves pour les semences bio. C'est un très bel outil. On remerciera jamais assez CMAE. Maintenant, on est confronté à deux écueils. Pour les plantes ligneuses, il semble moins adapté. Voilà, ça c'est le premier point. Et sur le deuxième point, c'est que la conjoncture économique fait que dans certaines filières les moins importantes économiquement, on est parfois en tension sur le marché des semences bio. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir une offre en quantité suffisante et ça pourrait évidemment être un frein. Moi, je vois beaucoup d'autres filières en bio qui sont en difficulté. Je pense à la pisciculture, faute de juvéniles bio. Je pense à l'élevage de poules pondeuses, faute de disponibilité en poulettes. Et on sait très bien que ça peut être un des facteurs limitants. Donc, il y a sans doute un besoin de structuration. Le gouvernement a mis en place d'ailleurs des aides importantes via Ambition Bio. Et pour être tout à fait complet, d'ailleurs, l'agence bio m'a dit récemment, mais au fait, finalement, puisque France Agrimaire n'a pas les moyens de faire, est-ce que nous, on pourrait intervenir? Voilà, c'est une question de fond. Hein. Il faut que la filière soit solidaire pour qu'on ait l'outil proportionné à nos enjeux. Mais il y a une question de fond qu'il va falloir trancher et il n'y a vraiment pas de réponse simple. C'est jusqu'où on va aller dans les plans bio. Est-ce qu'on veut des plans 100% bio? Est-ce que c'est tenable économiquement? Est-ce que c'est pas aller trop loin? Tout en sachant que c'est parfaitement cohérent avec l'objectif du règlement. Est-ce qu'on y va par étapes et est-ce qu'on saura s'arrêter sinon? Est-ce qu'il faut laisser faire le marché et utiliser les opérateurs qui le souhaitent des plans bio, mais c'est créer une distorsion en défaveur de ceux qui jouent le jeu. Bref, il y a plein de questions à poser sur lesquelles échanger. Et bien évidemment aussi, la dernière, c'est quelles règles sanitaires pour tout ça, puisque on veut des plans bio, mais aussi des plans sains, puisque l'idée de la bio, c'est d'utiliser, limiter les intrants extérieurs. Donc, jusqu'où on va dans la protection sanitaire et quelle articulation avec les règles applicables notamment en multiplication des semences et surtout en pépinière.